Bien. Alors, je tiens quand même à préciser une chose qui m'est venue avant que, pendant que Pierre-François parlait. Quand j'ai intégré l'IRIM, Pierre-François en était le directeur. Et je me souviens de notre entretien d'intronisation, de mon entrée, où il me dit « Nous ne t'accueillons pas parce que tu es latiniste, mais parce que tu es historienne des idées. » Voilà. Donc, l'idée, c'est que le néo-latin, c'est un peu ça, finalement. C'est-à-dire que c'est du latin, mais avec 50 autres points de vue et autre chose derrière, qui font que le néo-latiniste est tout ce que vous voulez d'autre, historien des idées ou autre chose, et qu'il ne peut pas être qu'un latiniste. Il y a forcément effectivement une pluralité de points de vue sur les objets traités. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter là, c'est pourquoi et comment a-t-on persisté à utiliser du latin à la Renaissance et à l'âge classique. Il est mis dans le programme, je crois que vous avez aussi un codicile dans la présentation de cette séance qui vous parle des caractéristiques du néo-latin, des caractéristiques linguistiques du néo-latin. Alors ça sera vraiment un codicile, je vous en toucherai ça 5 minutes à la fin. Tout simplement parce que, forcément, matériellement, vous allez le voir pendant toute la semaine. C'est-à-dire qu'on va rencontrer matériellement dans la semaine tout ce qui permet effectivement de constater des caractéristiques linguistiques, des éléments linguistiques. Donc c'est pas très utile que je fasse une sorte de longue revue de choses comme ça. Ça sert pas, c'est pas urgent. Mais donc voilà, juste vous donnerai très rapidement quelques éléments sur quoi j'allais dire sur quoi être vigilant quand on lit du latin moderne, puisque quand même je préfère cette expression-là, latin moderne, plutôt que du latin classique quand on y est habitué. Donc, le néo-latin, est-ce que ça existe ? Je ne sais pas. Je crois que c'est surtout le néo-latiniste, je vous l'ai dit, en tant que tel, c'est-à-dire en tant que latiniste, qui n'existe pas véritablement, puisque c'est une question de point de vue sur l'objet. Donc, je préfère effectivement l'expression latin moderne, pour essayer d'être plus historiquement exact, et dans le cadre de la période, alors que j'aime bien appeler par un anglicisme, je suis désolée, mais je suis assez anglophile, donc j'aime bien early modern, alors première modernité, si vous voulez, plutôt que pré-moderne, parce que alors pré-moderne, je ne sais pas trop où ça se situe, cette espèce de préhistoire, donc période première modernité et période classique ensuite. Alors tout n'est pas égal, évidemment, je vais essayer de vous présenter un balayage chronologique sans le faire complètement sans vous le présenter de manière chronologique. Mais la pratique du latin, évidemment, elle évolue avec la construction de la société moderne, avec l'évolution de la définition des élites, notamment les rapports entre aristocratie et bourgeoisie, l'évolution des marqueurs justement culturels et discriminants de ces élites, et surtout elle évolue en fonction de la diffusion aussi de l'éducation. C'est-à-dire la mise en place, on le sait, des collèges début 16e. Alors on parle toujours des collèges jésuites, mais il ne faut quand même pas oublier que les collèges jésuites, le premier c'est 1548 à Messine, et donc il y a quand même toute la première moitié du 16e où on fait dans les collèges sans les jésuites. Alors c'est vrai qu'il y a une diffusion tellement rapide après du nombre de collèges jésuites dès la deuxième moitié du 16e, enfin dès le milieu du 16e siècle, qu'on a l'impression d'une sorte de... que l'éducation moderne, c'est les collèges jésuites, mais il faut bien se dire que quand même, il y a eu la première moitié du 16e où il y a eu des collèges, justement, qui ont été fondateurs dans cette histoire de l'éducation, et qui ne sont pas des collèges jésuites.
Et effectivement, donc, il diffuse effectivement du latin, une connaissance du latin. Bon, et c'est vrai qu'ils deviennent un peu, on le verra, une sorte de, pour moi, un petit peu une machine à standardiser. Bon. Alors, analyser un texte de latin moderne, ça peut donc se fonder sur des réflexions, à mon avis, de 3 sortes. Qui ne sont pas étanches entre elles. Je vais forcément être obligée de vous les exposer l'une après l'autre, mais les analyses peuvent se croiser, les modes d'analyse peuvent se croiser. Même si certaines analyses peuvent se limiter à l'un ou l'autre aspect, mais elles peuvent se croiser. Il y a une première analyse qui, me semble-t-il, peut relever de l'histoire littéraire, c'est-à-dire qui porte sur les éléments de l'écriture latine, de sa modélisation, sur quoi est-elle modélisée, sur l'interprétation du texte et son intertextualité avec les textes antiques. Et le texte moderne peut alors être compris soit dans une définition réduite, qui se limite au latin écrit de nouveau sur le modèle des auteurs de l'Antiquité. Bon, ça c'est plutôt la période de l'humanisme renaissant, 15e, 16e, soit dans une compréhension plus large, et l'analyse peut alors porter sur une liste de textes composés entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, de Pétrarque à Rimbaud, qui a écrit quelques poèmes latins, et à Paascoli, dont une de nos collègues nous avait parlé il y a quelque temps. Donc ça, c'est la première voie d'entrée, j'allais dire, cette analyse qui relève de l'histoire littéraire. Ensuite, il y a une analyse qui relève de l'histoire de la langue, de la langue latine, c'est-à-dire la perception des faits de langue étrangers au latin classique, d'essayer de les définir, de les analyser et d'analyser l'écart avec le latin classique. On parle d'écart évidemment et pas d'erreur. Il s'agit d'essayer de comprendre effectivement d'où viennent ces écarts. Il y a de la porosité avec le vernaculaire. C'est aussi pour ça que le latin moderne des Italiens, des Espagnols n'est pas forcément le même que le latin moderne des Allemands, parce qu'il y a une structuration effectivement de la langue première qui rejaillit effectivement sur la structuration du latin. Donc pas toujours les mêmes faits de langue selon les auteurs, pas toujours les mêmes faits de genre selon les périodes, entre le début, la fin du XVe par exemple, et le milieu du XVIIe siècle. On n'a pas effectivement les mêmes pratiques de langue. Et puis pas les mêmes choses non plus selon les genres littéraires choisis. Par exemple, la poésie est très modélisée sur l'antique, ne serait-ce que par les règles prosodiques. Et il y a assez souvent moins d'écart entre le latin classique et le latin moderne dans les textes poétiques, parce que justement il y a une modélisation plus grande en fait. De fait, la prosodie rend la langue moins souple, enfin rend la pratique moins souple. Et il y a par exemple au contraire plus d'écarts syntaxiques et surtout néologiques, plus de néologie dans les textes techniques qui décrivent donc des réalités inconnues du monde antique. Enfin, inévitablement, c'est amené par la nature même et le sujet du texte. Et la troisième analyse est celle de l'histoire culturelle, qui situe cette pratique latine en son temps, c'est-à-dire non pas en partant du point de vue antique, mais en regard du contexte de la période où le texte est écrit, du propos, du public visé, des compétences de l'auteur. Et de ce point de vue, il faut donc considérer l'intertextualité des textes latins modernes, non pas avec les textes antiques qui peuvent leur servir de source ou de support, mais avec les textes vernaculaires de leur temps ou antérieurs, puisque une masse d'auteurs, enfin tous, même presque tous les auteurs qui ont écrit en latin hors antiquité, ont aussi écrit dans une autre langue, et de toute façon, du moins, ils ont au moins pratiqué une autre langue, comme langue première, mais ils ont aussi très souvent écrit, justement, dans une autre langue. Et pour bilingues qu'ils soient, ils peuvent pas... Enfin, je pense pas qu'on puisse utiliser de manière complètement étanche dans un cerveau, justement, de langue et de pratiques littéraires. Alors, des usages du latin, donc... Pour faire un petit survol donc, des usages du latin à la Renaissance et l'âge classique, je ne partirai pas donc d'une présentation strictement chronologique, mais d'un texte justement de latin moderne qui réfléchit sur la langue latine et sur les autres langues,
sur la manière de les enseigner. C'est la Novissima Linguarum Methodus de Jan Amos Comenius, Coben, qui est paru en 1648. Je ne vous présenterai pas ce gros texte en détail, une grosse méthode d'enseignement de la langue. Il y en a une édition moderne, je vous ai mis la référence là, qui a été supervisée par Jean Caravola, qui est paru chez Drault en 2005. Je vous signale juste, faites attention au texte. C'est une édition diplomatique, donc justement on en parlera vendredi, de l'édition de 557 qui est parue à Amsterdam. Il y a quelques erreurs de transcription et il y a quelques erreurs, à mon avis, aussi. Il y a quelques inexactitudes de transposition et d'expression dans la traduction, en fait. Des expressions en langue moderne qui sont inexactes quant à la compréhension du texte. Mais donc, dans les chapitres préliminaires à l'exposé de sa méthode pédagogique, qui sont assez longs, Comène réfléchit d'abord à des considérations générales, linguistiques, historiques, sur la pratique des langues en général. Et notamment sur l'utilité d'avoir une langue universelle de communication, sujet dont on débat depuis Babel, en fait. C'est à peu près depuis cette époque-là. Et dans le chapitre 6, donc, il pose cette question de savoir... De lingua aliqua una pro caracteris colenda. Donc, est-ce qu'il faut pratiquer une seule langue unique pro caracteris plutôt que les autres, et court honor ille apud nos latinae deferatur. Et pourquoi donc cet honneur, chez nous, pour nous, a été dévolu à la langue latine. À cette question, c'est-à-dire à la question, est-ce qu'il faut, à la première partie de la question, si je puis dire, le décolenda, il répond oui, il faut qu'on trouve une langue de communication universelle, mais il explique malgré tout que chaque pays, chaque peuple, a toujours tenté d'imposer sa langue. C'est ce qu'il appelle la philotia des langues. Chaque langue s'est aimée soi-même et veut donc s'imposer. Et que cela a été fait donc de trois façons. Tribus tamen potissimum viis, per studia nempe sapientiae, aut religionis, aut potestatem collegitam. Donc, soit effectivement par l'étude de la sagesse, per studia sapientiae, soit par l'étude de la religion, soit par le pouvoir politique. Et il reprend cette même idée un peu plus loin dans les trois paragraphes qui suivent. Je vous ai mis le texte dans le... Ah oui, il faudrait que je prenne mon exemplaire moi aussi. Je vous ai mis le texte en entier et de manière plus détaillée dans l'exemplier qui est dans... Vous avez un exemplier dans la pochette. Parce qu'il... Enfin, on va s'en servir. Et donc, je vous ai mis le texte de manière un peu plus longue et détaillée. Et donc, effectivement, il reprend les trois paragraphes après, les trois points. Ce qu'il appelle donc la voie de la science, la voie de la sagesse. Et donc il donne pour exemple les Grecs. Il dit que c'est les Grecs qui ont imposé leur langue par la voie de la sagesse. Ensuite, ceux qui ont imposé leur langue par la voie de la religion, pour Comène, ce sont les Arabes. Et ceux qui ont imposé leur langue per William, ce qu'il appelle imperii, c'est-à-dire la potestas politica, le pouvoir politique, pour lui, il met les divers exemples des Chaldéens, des Grecs, des Romains, des Allemands, des Turcs, des Espagnols, des Pérouani et des Mogolenses. Les Pérouani, c'est toutes ces populations qui sont de l'autre côté de l'océan, et les Mongols également. Voilà. Alors, à ce stade de son raisonnement, vous le voyez, Comène n'applique pas cette analyse et sa réflexion à la langue latine, cette tripartition, il ne l'applique pas à la langue latine. Mais je me suis chargée de le faire pour lui. Parce que justement, son analyse me semble extrêmement juste et elle recouvre tout aussi bien, me semble-t-il, les usages du latin que ceux des autres langues qui sont justement cités en exemple. Parce que je pense qu'effectivement, on peut essayer de montrer comment, ce que je vais essayer de faire, dans toute la période moderne, le latin a pu être imposé per William sapientiae, mais il a servi aussi per William religionis, et il fonctionne aussi per William imperii. Voilà.
Alors, si on commence justement par William Sapientiae, la voie de la sagesse, ou de la science, enfin, de la sagesse. Ce que Comène donc applique au grec est ce que nous appellerions l'usage du latin comme langue docte, langue de culture ou langue savante. Ça pourrait certes s'appliquer à presque toute la production latine de la période qu'on va étudier là pendant toutes les semaines, du moins pour la production publiée conservée pour nous. Mais cet usage que je dirais, ce que j'appellerais la période enthousiaste, c'est notamment celui des premières générations de latinistes de la Renaissance, ceux qui ont redécouvert les textes de l'Antiquité, les ont copiés, lus, imités, enseignés, et dont ils ont aussi enseigné l'imitation. Et cet enthousiasme fait aussi évidemment rejeter comme immonde tout ce qui précède, notamment le latin médiéval, désolé pour tous ceux qui font du latin médiéval, et particulièrement celui des scolastiques. On peut fonder le début de cette période d'enthousiasme assez loin dans le temps. Moi j'ai tendance à souvent la mettre à Pétrarque et à sa découverte inaugurale de la correspondance, d'un manuscrit de la correspondance de Cicéron en 1345, enfin c'est des lettres à Atticus exactement d'ailleurs, en 1345, à la bibliothèque de Vérone, et la lecture pour Pétrarque de cette correspondance à Atticus génère pour lui l'impression d'une telle proximité avec l'être Cicéron, avec la personne de Cicéron, qu'elle est certes une désacralisation de Cicéron, mais c'est aussi une dynamisation de soi. Enfin, c'est une libération, si vous voulez, des capacités de Pétrarque. Pour Pétrarque, l'imitation est possible, puisque l'auteur n'étant pas un dieu atteignable, mais étant un homme qui se montre dans ses lettres, il va pouvoir lui-même effectivement composer un cartège, donc des lettres et puis toute une œuvre en latin. Alors, à cette date, écrire en latin, c'est donc un moyen de donner vie et statut à des éléments d'une littérature qui cherchent leur identité et leur place dans l'univers des doctes et des intellectuels. Alors, ça peut servir à quoi? Ça peut servir à anoblir des sujets techniques par la rédaction de textes qui vont donner à leurs auteurs le statut de littératie. Dans la mesure où, justement, ces sujets techniques et ces pratiques techniques sont normalement des pratiques de mécanique, des pratiques d'artisanat, on va dire, et non des pratiques d'intellectuels théorisés. Donc le fait de théoriser et d'écrire en latin, effectivement, va permettre d'anoblir ces sujets techniques, et évidemment, ça anoblit non seulement aussi celui qui pratique l'ars en question, la techné en question, mais ça anoblit évidemment celui qui écrit le traité. Ça le fait monter, j'allais dire, dans un univers justement intellectuel. Alors, je vous ai pris un exemple. C'est le cas donc des traités sur certaines artes, notamment la peinture et l'architecture. Vous savez qu'il existe un traité d'architecture antique qui est celui de Vitruve, qui revendique, déjà Vitruve, c'est déjà le cas du traité de Vitruve, qui revendique par le fait d'écrire un traité un anoblissement de la discipline. Léon Baptiste Alberti, pour l'architecture moderne, va de la même façon rédiger un traité qui englobe différents aspects d'architecture, la construction, l'urbanisme et le décor. D'ailleurs, titré non pas De Architectura comme Vitruve, mais De Re Aedificatoria, avec un bel adjectif justement moderne. Edificatorius, c'est pas du tout un adjectif classique. Et effectivement, ce traité, c'est le modèle du le titre renvoie au De Re Rustica de Varron. C'est la même structuration justement du titre. Et ça va donner effectivement à son auteur un statut justement de literatus et d'ars à son sujet. Et de la même façon, Alberti va rédiger en latin un traité sur la peinture des Pictura, 1425, et un autre sur la sculpture des Statua, qui n'avaient, eux, aucun équivalent antique. Et le De Pictura, on a longtemps parlé, il y a deux versions du De Pictura, il y a une version en latin, il y a une version en italien. Pendant très longtemps, on a cru justement que la première version
était la version italienne, et qu'ensuite le traité avait été retraduit par Alberti en latin. Alors en fait, depuis quelque temps, c'est plus très récent maintenant, ça ne fait plus débat, on sait que c'est l'inverse. C'est-à-dire que effectivement la première version est bien la version latine, c'est-à-dire que ça a été bien conçu comme tel, comme un traité qui anoblit le sujet, comme un élément d'une trilogie théorique et noble sur les 3 beaux-arts, peinture, architecture, sculpture, et que ensuite, effectivement, Alberti l'a lui-même retraduit en italien pour le rendre accessible, justement, aux pratiquants. De même que d'ailleurs les 2 autres traités, le De Statuale, le De Rea Difficitoria, ont aussi été ensuite traduits, alors pas par lui-même, mais par d'autres en italien, et assez rapidement. Alors vous avez un exemple qui est l'exemple B dans l'exemplier là. Ce que j'ai fait dans cette série d'exemples, j'ai juste, je vous ai donné un texte, avec une traduction complète, généralement la mienne, sauf cas particulier. Et puis j'ai mis en gras certaines expressions pour qu'on essaie de voir déjà dans un premier temps quelles sont les caractéristiques qui peuvent se voir sur ces textes. Pour des textes, alors là je vous ai mis un extrait du De Pictura, pas du De Rea Edificatoria, je vais y arriver. Dans ces textes techniques, justement, le souci, c'est bien justement plus le vocabulaire, le langage technique. Et on voit qu'effectivement, dans ce langage, dans ce latin, commence à se bâtir justement ce que Pierre-François disait pour les concepts, après, au niveau de Spinoza, et de la philosophie beaucoup plus tard. On se baptise ce qu'on appelle des formulae loquendi, des manières de parler, donc des iuncturae, des expressions, qui prennent un sens technique et qui prennent un sens technique propre, lié aux réalités pratiques et aux réalités modernes. Notamment, par exemple, commensuratio, que je vous ai mis en gras là, dans le milieu du texte, convenire, convenire pulcre, et puis vous pouvez avoir un autre adverbe devant, qui est la première expression, ou correspondere, ce qui veut dire effectivement convenir, être en accord. Mais par exemple, commensuratio, c'est le rapport proportionnel. Et ça, c'est un mot qui n'est pas un mot justement de Vitruve, puisque Vitruve ne l'emploie pas, pas dans ce sens-là. C'est vraiment un mot d'Alberti qui l'emploie d'ailleurs dans le De Rea Difficitoria aussi. La commensuratio, c'est le rapport de proportion qu'il y a entre 2 parties d'un élément, deux parties d'un bâtiment, et c'est quelque chose de mesurable. Et on voit là comment petit à petit, justement, comment se forge un langage technique, à partir, effectivement, en fait, d'un terme qui est un terme vernaculaire. Voilà. Dans le même type d'idée, ça sert aussi donc à anoblir des genres littéraires propres au vernaculaire ou transposés du vernaculaire. Imiter du vernaculaire, si je puis dire, transposer, imiter du vernaculaire. Je vous ai donné 2 exemples, celui justement des facéties de Poggio Bracciolini. Donc là, alors, vous voyez qu'on est là sur effectivement, on est sur des auteurs de l'humanisme italien, parce que c'est les premiers. Chronologiquement, on est dans la première construction. Là. Les facéties de Bracciolini, ce sont en fait des facetiae, donc des textes courts, en latin, en prose, dont les thématiques sont croisées, intermédiaire entre les fabliaux et la nouvelle, j'allais dire, et la nouvelle type Marguerite de Navarre, si vous voulez. Ça tire plutôt vers les fabliaux, quand même. C'est le mot d'esprit
plus toute une série de thématiques des facéties qui sont des thématiques du fabliau. La critique du clergé, le moine et le prêtre concupiscents, les femmes adultères, voilà. Donc on a toute une partie, effectivement, il y a quand même une grosse partie des facéties qui se concentre là-dessus. Voilà. Et donc on voit bien effectivement que c'est un genre littéraire qui, en même temps par ailleurs, est un genre qui se pratique en vernaculaire. C'est un des genres effectivement comiques du vernaculaire. Et pour Piccolo, pour l'Historia des Duobus Amontibus, alors bon, c'est un apax littéraire, cet objet, cette histoire des deux amants. On a l'embryon du premier roman, en fait. Alors c'est court, donc c'est pas un très gros roman, mais on a un texte en prose, de la narration fictionnelle, et pas historique, justement, narration fictionnelle, dans un registre qui n'est pas celui des fabliaux, justement, parce que c'est vraiment le registre, justement, du Décaméron, enfin, de Décaméron et de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, c'est le même registre littéraire, c'est-à-dire celui, effectivement, du récit élégiaque aussi, d'un niveau de langue qui n'est pas la langue, c'est pas la grande langue périodique de Cicéron et des anciens, mais ça n'est pas non plus la langue justement de Bracciolini. C'est-à-dire qu'on a un niveau de langue qui est tissé, par exemple, de citations poétiques, et notamment de citations poétiques des élégiaques. Donc ce qui fait qu'effectivement, dans un registre de langue qui est plus élevé, mais qui est néanmoins de la prose. Voilà. On a vraiment un apax littéraire. Il n'y a pas eu de suite. Je veux dire, celui-là, pas d'autres éléments que celui-là. Où on voit effectivement que c'est une manière de faire. L'Historia des Duobus Amontibus, c'est une manière, effectivement, je pense, de faire de la nouvelle de Boccace ou de ce type de nouvelle en latin, en fait. Alors, la modélisation enthousiaste, là, elle permet aussi d'écrire en latin sur des modèles latins, donc déjà latins, avec lesquels on cherche à rivaliser. Les traités de réflexion morale ou politique, notamment de très nombreux traités sur l'éducation. Alors, une tonne de traités sur l'éducation à cette période-là. L'éducation, la fortune, le prince, qui actualise la réflexion. Actualise au sens, j'allais dire, anglophone du terme, la rendent contemporaine, et reprennent malgré tout, pour ce qui est de l'écriture, les règles du style antique et du traité à l'antique, de la tratatistica à l'antique. On écrit aussi des lettres. Après le retour fondateur de Pétrarque, la modélisation du latin, elle passe dans l'épistolographie. Il y a tout il y a un éclatement, justement, une explosion des correspondances et des correspondances latines. Alors, l'historiographie, même si... Alors, Lucie vous racontera un tas de trucs là-dessus. Même si, effectivement, c'est pas le genre qui est le plus fréquemment représenté. Je ne sais pas si tu me contrediras, mais c'est quand même pas le genre qui, moderne, est le plus fréquemment représenté. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis la poésie, qui est le domaine le plus strictement imitatif de la littérature néolatine, puisque les poètes néolatins vont jouer de l'excellence de l'imitation comme d'un marqueur de réussite littéraire et d'un marqueur de compétence. Savoir, notamment, effectivement, écrire de la poésie de manière correcte prosodiquement, c'est une manière, effectivement, de prouver sa maîtrise et sa connaissance de la langue. Tandis qu'au contraire, la pratique d'une prosodie non métrique, justement, prouve qu'on n'est pas capable de le faire. C'est justement un autre, c'est un autre courant, j'allais dire. Mais l'erreur métrique est vraiment... Alors là, pour le coup, on peut parler d'erreur métrique. Autant je ne parlerai pas justement d'erreur en termes de fait de langue, mais
il y a effectivement des erreurs métriques par rapport à la prosodie dans certains textes, même de Pétrarque d'ailleurs. Et là, pour le coup, quand un lecteur de la même période les voit, quand un lecteur compétent de la même période les voit, il les perçoit lui-même comme une erreur. C'est pas une liberté, c'est vraiment perçu justement comme un défaut justement, de compétence. Alors, ça, c'était effectivement voilà, ce que je pense pouvoir... la voie de la sagesse, c'est-à-dire essentiellement celle, justement, de retrouver des langues doctes, de l'anoblissement, des genres, des textes, par notamment les premières générations d'humanistes. Alors, pour la voie du pouvoir politique, je vous ai remis le texte de Comenius qui vous explique ce qu'il appelle la voie du pouvoir politique. Dit-il, il est très courant de répandre sa langue en même temps que son pouvoir politique, et quand les peuples soumis sont contraints de subir les lois du peuple vainqueur pour conserver la dépendance des inférieurs aux supérieurs, ils sont contraints d'accepter le commerce de la langue, celle du vainqueur évidemment. Ainsi firent les Chaldéens après s'être emparés de la monarchie, les Grecs, les Romains, ils propagèrent leur langue. Ainsi aujourd'hui, l'Empire romain, dévolu pour partie aux Allemands, pour partie aux Turcs, a donné aux uns et aux autres l'occasion de propager largement leur langue. Évidemment, cet empire germanique d'un côté et les Turcs de l'autre, se partageant ce qui était l'Empire romain antique, enfin le territoire de l'Empire romain antique, chacun, donc, Comène dit, a pu propager sa langue. Et les Espagnols ont répandu leur langue à travers l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, oui, le pouvoir politique et le sud de l'Italie sous domination espagnole. L'Afrique, les deux Indes, le roi du Pérou, Guarnacaba, après avoir soumis de nombreux peuples, répandit la langue cusque, donc péruvienne, jusqu'à justement de nombreux peuples qui étaient jusqu'à ce jour très éloignés par leurs idiomes particuliers, se comprennent mutuellement, comme l'atteste Joseph Acosta. Vous voyez que la présentation qui en est faite n'est pas nécessairement une présentation négative. La présentation qui est faite de de se forcer la langue, n'est pas nécessairement une présentation négative. Le colon qui impose sa langue, pour Comène, finalement permet aussi la communication entre des peuples qui n'auraient pas, qui individuellement n'ont pas la même langue et n'auraient pas communiqué. Politiquement, il y a une forme de justification de colonisation. Sauf que ce type de discours, pour le latin, il a déjà existé, notamment par la génération italienne de la première moitié du XVe siècle, on remonte encore plus loin, qui avait déjà théorisé, à ses débuts de Renaissance, la nécessité du retour justement à une langue latine, alors pure bien sûr, comme un moyen de redonner à Rome son empire européen. Linguistique, et non plus politique. J'ai bien aperçu que politiquement c'était un petit peu difficile, on n'allait pas refaire l'Empire romain, donc ça devenait quand même pas plus très possible. Mais donc un empire linguistique qui permet d'assurer le prestige retrouvé justement de Rome tel qu'il était dans l'Antiquité comme capitale culturelle du monde civilisé. Et il y a un texte particulièrement fondateur là-dessus, c'est le texte E, qui est le texte, justement, la préface au livre 1 des Elegantiae de Lorenzo Valla. Ce texte est un texte polémique, qui vise à asseoir la suprématie romaine, et celle-ci est, dans l'expression, terminologiquement, elle est confondue à la gloire passée de Rome. Il y a une écriture dans ce texte qui est une écriture en raccourci qui superpose les termes. Et on est tout à fait au début de ce latin moderne, mais c'est un cas très représentatif justement de la lecture, c'est-à-dire que finalement dans la forme de ce texte, il n'y a pas grand-chose qui est anormal, enfin qui est non classique, mais si on en fait une simple version au sens scolaire de l'exercice, avec un gaffio, on risque de rien comprendre du tout, en fait. C'est de ne pas comprendre ce qui est réellement dit, s'il n'y a pas une contextualisation historique qui va avec ce texte.
Bon. Ce texte a pour contexte le débat sur la question de la langue, qui est un grand débat, justement, qui a été une discussion entre secrétaires du pacte dans l'antichambre de celui-ci, et qui est au départ une question interne sur le latin, et pas dans ses rapports avec la langue moderne. Ça le devient après, mais la première question débattue, c'est les anciens Romains, femmes et gens simples compris, étaient-ils tous capables de pratiquer la langue latine grammaticale telle qu'elle est écrite dans les textes de Cicéron ? Et il y a eu deux réponses, ou plutôt il y a eu une réponse qui a divergé en deux morceaux, après avoir été forcée. Toutes les parties admettent que tous les anciens Romains ne pouvaient pas vraisemblablement s'exprimer dans une langue châtiée et élégante, ce que Valla appelle latinéloquie, mais que beaucoup devaient se contenter de parler grammatiqué, c'est-à-dire correctement, selon la correction grammaticale, dans un registre moins fleuri, j'allais dire, un registre inférieur, moins construit, mais correct, grammatiquéloquie. Et là, il y a une diramation de la polémique qui arrive au vernaculaire, qui est introduite dans le débat par Alberti, justement, puisque certains se mettent à affirmer que la situation ancienne, donc celle de l'Antiquité, était une situation d'écart maximal entre deux états de langue, c'est-à-dire une situation de vraie diglossie, donc entre une langue châtiée, littéraire, celle de Cicéron, des auteurs, et puis une langue qui était parlée par tous les gens dont on n'a aucune trace parce qu'ils ne nous ont rien écrit. Et que cet écart, donc, ça faisait la même situation. Il transpose cette analyse linguistique sur la situation justement du Quattrocento moderne, en disant, il y a la situation de ceux qui parlent le volgare, qui est la même situation que ceux qui parlaient le latin comme ils pouvaient, j'allais dire. Et puis il y a effectivement ceux qui parlent le latin et nous continuons de partager. Et là il y a une stabilité effectivement dans le haut de la diglossie, c'est extrêmement stable, et c'est le bas de la diglossie qui a changé en fait, de nature. Alors. Il y en a d'autres, par contre, qui soutiennent qu'il y avait simplement à Rome deux latins, donc il n'y avait pas vraiment de diglossie, pas entre une langue, mais deux latins, et qu'il s'agissait des deux états, qu'il s'agissait vraiment de la même langue avec deux états. Simplement un état châtié, de langue soutenue, en fait, un registre de langue soutenue, un registre de langue moins soutenue. Et c'est le cas de Valla. Et donc le texte, là, il est écrit dans le cadre de cette polémique-là. Il faut quand même le recontextualiser, parce que sinon on ne comprend rien. Et partisan de cette thèse, donc, non pas d'une diglossie, mais d'un écart entre deux registres de langue, Valla englobe sous le vocable latina lingua ou romana lingua, sans marquer de différence, le latin ancien, le vernaculaire moderne et le latin moderne. C'est-à-dire qu'en fait, les trois états les trois états sont recouverts par ça. Et notamment les deux derniers, le volgare moderne et le latin moderne, sont justement les deux états d'une même langue. Et il dit « nous » en parlant de l'empire du latin, aussi bien antique que présent, parce qu'il se sent en parfaite continuité et en parfaite homogénéité politique entre les deux périodes. Et si vous regardez le texte, j'ai essayé de mettre en gras justement la phrase, qui en latin qui dit « linguam romanam quae eadem latina » alatio ubi sur Roma est dicitur, donc ça c'est l'étymologie du mot latin, et c'est ce qu'il appelle donc la langue romaine, donc on nomme latine en référence à sa langue d'origine, et si on part sur le paragraphe suivant, donc grand par conséquent le caractère sacré de la langue latine, sacramentum est, grande la puissance divine qui chez les étrangers, chez les barbares, chez les ennemis est gardée saintement et religieusement à travers tant de siècles, de sorte que nous Romains, et ce nous Romains, c'est nous tous. J'allais dire, c'est nous les modernes qui parlons l'italien, c'est nous les modernes qui qui écrivons en latin, puisque c'est la même langue, mais c'est aussi nous les anciens qui sont liés à nous, justement, culturellement.
Bon. Nous, Romains, nous ne devons pas tant nous afficher que nous en réjouir, nous en glorifier, parce que l'ensemble même du monde nous comprend clairement. Voilà, tout ça, c'est vraiment la théorisation, justement, de l'universalité, non seulement linguistique, mais également politique. Hein. Il y a un tiré du fil là vers le domaine politique. Hein, bon. Nous avons perdu ce que finit de dire la suite du texte. Amissimus Romani, amissimus regnum atque dominatum. Nous avons perdu Rome, nous avons perdu l'empire et la domination. Bon, pas par notre faute, mais par celle du temps. Mais grâce à cette domination plus éclatante, bon, c'est-à-dire la domination de splendidorem dominatum, hein, c'est-à-dire la domination linguistique, bon, nous régnons encore aujourd'hui sur une grande partie de la Terre. C'est la fin du texte que vous avez sur l'exemplier. L'Italie est à nous, la Gaule est à nous, l'Espagne est à nous, la Germanie, la Pannonie, la Dalmatie, l'Illyrie, notamment, on fait le tour de l'Europe, là. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, la domination, l'universalité linguistique du latin, mais qu'il confond avec le vernaculaire aussi, hein, bon, permet effectivement cette universalité politique. Hein, bon, et donc, on a là une forme extrémiste, hein, enfin extrême et volontariste, bon, de la domination, justement, per viam imperii, hein, per potestatem politicam, comme dirait Comène plus tard. Bon. Non, c'est ce côté, je m'en mêlais dans les papiers. Bon. Alors, j'ajouterai à cette via imperii, bon, une vue plus générale, j'aurais dû vous passer cette diapo-là depuis tout à l'heure, de vous laisser Comène, bon, qui est celle du latin juridique, en fait. Quelques évolutions qu'il y ait eu dans les sociétés et dans le droit lui-même depuis l'Antiquité. La discipline du droit, elle bâtit et elle cimente les fondements d'une nation ou d'un royaume, bon, et elle continue en quelque sorte, par essence, dans tous les pays européens, à se penser en latin. C'est extrêmement compliqué et extrêmement tardif de penser le droit dans toutes ses parties autrement qu'en latin. Bon. Et il y a une sorte de résistance, si vous voulez, du juridique au vernaculaire. Ça me semble être aussi pendant longtemps une forme de via imperii, justement, hein, bon, de manière d'asseoir un pouvoir, hein, bon, qui ne prend pas les armes, hein, bon, mais qui structure une manière de penser le domaine public. Hein, et j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure sur le droit, hein, bon, et notamment justement jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, cette résistance vraiment du juridique au latin, qu'on voit encore même aujourd'hui, hein, je veux dire, les quelques îlots fossilisés, les quelques îlots de latin fossilisés, notamment dans le français moderne, hein, bon, sont souvent fossilisés justement dans le domaine juridique. Hein, bon, voilà. Alors, si on passe à... Pourquoi je suis décalée avec toutes ces... Je sais pas, donc, si on passe à Per Viam Religionis. Comène, vous l'avez vu, dans le domaine de la religion, il évoque les Arabes, qui imposent leur langue par leur religion, et ce qu'il ne dit pas complètement explicitement, enfin du moins pas à cet endroit-là, il le dit ailleurs, par le biais du Coran. Bon. Comène est de confession protestante, précisément calviniste, du fait de la diffusion du calvinisme dans l'ère d'Europe centrale, Moravie-Hongrie, hein, puisque Comène, le lieu du collège où il a été le plus enseignant est actuellement en Hongrie, hein, bon, à Charlotte-Patak. Bon, c'est un joli endroit d'ailleurs, si vous voulez y aller. Je suis allée promener par là-bas, j'aime bien. Bon. Alors, ce fait d'être de confession protestante et calviniste, bon, fait que Comène ne revendique pas le latin comme seule langue possible de la pratique religieuse, de fait. Non, bon. Cependant, parmi les genres qui se font en latin, et en quelque sorte là aussi par essence ou par habitude, ou les deux, parce que justement ils ne sont pendant très longtemps pas pleinement concevables, et c'est pas simplement exprimable, je pense que c'est vraiment au niveau de la conception, ils ne sont pas
pleinement concevable en langue vernaculaire, on trouve justement la littérature religieuse et herméneutique, alors aussi parce que les supports qui sont discutés sont en latin. Enfin, on commence par discuter des supports en latin. Hein. Il faut attendre très très longtemps pour donner un exemple plus concret. Il faut attendre très très longtemps pour avoir des commentaires de la Bible en français sur un support qui est en langue vernaculaire, en français ou en ce que vous voulez. Les commentaires du texte sacré. Avant qu'on ait des commentaires du texte sacré à partir d'un texte sacré en langue vernaculaire, il faut attendre, je ne sais pas quand, mais à mon avis, au moins le début du XIXe siècle. Avant, le XVIIe, XVII, XVIII Les jansénistes, oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que, il y a quand même fondamentalement une résistance de ces commentaires. Les supports sont lus en latin et donc sont commentés en latin. Alors, évidemment, les vernaculaires font une concurrence forte au latin depuis le XVIe dans ce domaine par l'entrée de la Réforme, par la volonté d'ouvrir la pratique directe du texte au sacré, du texte sacré aux chrétiens, à l'individu chrétien, quel qu'il soit, y compris non formé dans les langues anciennes, puisque c'est ce qui lui permet effectivement d'avoir son rapport avec la divinité. Mais justement, même chez les réformés, le latin semble toujours structurer la pensée. Les traductions latines de la Bible, elles persistent en milieu protestant. Au milieu, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, c'est-à-dire dans un univers où on attendrait que soit incontestée la pratique de ces textes en vernaculaire. Et pourtant, il y a des Bibles latines qui continuent d'être produites à nouveau frais ou réimprimées, en parallèle à des traductions vernaculaires, parfois faites directement sur l'hébreu, sur le grec, sans passer justement par le latin, ou parfois en passant par le latin comme intermédiaire. La traduction d'Olivetan, par exemple, elle paraît en 1535. Elle veut prouver justement qu'il n'y a pas d'impossibilité ou de violence intellectuelle insurmontable à passer directement des deux langues sacrées originelles, puisqu'elle est retraduite à partir justement du grec, du texte biblique, du grec et du latin biblique, pas du latin, du grec et de l'hébreu, à un vernaculaire contemporain, c'est-à-dire sans l'intermédiaire justement du latin. D'autres réformés reprennent régulièrement cette idée tout le long du siècle, mais on continue malgré tout, largement après 1535, y compris dans l'ère réformée, à imprimer des Bibles latines. Robert Estienne en imprime à Genève en 1557, son fils en 1560, et dans des quantités, alors ça c'est l'historienne du livre qui parle, dans des quantités suffisamment signifiantes, dans des tirages suffisamment signifiants pour qu'on ne puisse pas dire que ces tirages du texte sacré en latin sont des tirages, des micro-tirages réservés à une élite, et que très majoritairement, effectivement, le texte, les versions françaises ou vernaculaires sont diffusées et réservées pour tout le monde, en fait. En fait, c'est le changement, si vous voulez, de proportion, il devient marqué, notamment en France, après 1650, justement, où il y a la traduction du Nouveau Testament par Denis Hamlet, qui se répand au point de devenir une traduction de référence. Mais il faut vraiment attendre ce moment-là. Donc, fin 16e encore, il est clair que toute une partie du lectorat protestant éduqué possède le texte sacré dans les deux langues. Et la question posée est de savoir pour quels usages, privés, publics, on choisit plutôt d'utiliser l'une ou l'autre des deux éditions. Alors ça, c'est un demi-dada d'essayer de comprendre pourquoi. Et si je trouve des indices qui, à un moment, montrent pourquoi on a utilisé l'un plutôt que l'autre. Est-ce que la version latine a des qualités intrinsèques que n'a pas la version vernaculaire, qui permettent une méditation, que permet pas le texte vernaculaire. Est-ce que c'est perçu comme tel, justement, uniquement parce que c'est familier depuis très longtemps et depuis toujours, si je puis dire, surtout pour la première génération des réformés, ceux qui ont été éduqués, j'allais dire, au moment du tournant de la réforme et qui ont encore appris avant. Je me suis beaucoup demandé, est-ce qu'on peut méditer pareillement le texte latin et le texte français ?
Je n'ai pas de réponse à la question. Alors, c'est une question d'histoire du livre de la pensée. Je pense que le latin structure la pensée religieuse au-delà de la pratique elle-même des temps modernes. Et on ne peut pas écarter ce pivot central, si vous voulez. Quelles que soient les nouveautés, on ne peut pas écarter le pivot central. Et à titre indicatif, je vous ai mis une petite chronologie. C'est le... Alors, vous devez avoir un texte F, oui c'est ça, je me suis mélangé mes feuilles sur mon tirage. Vous avez un texte F, vous avez un paragraphe F là, à propos de l'institution de la religion chrétienne de Calvin. Il y a différentes versions chronologiquement, enfin il y a des versions successives de l'institution de la religion chrétienne. Et chaque fois, le texte latin est réédité, est publié, imprimé un an ou deux après en français, traduit par Calvin lui-même. Enfin, Calvin et ses secrétaires, pas forcément lui en personne, mais j'allais dire son atelier de production intellectuelle. Il est à remarquer que ça se fait toujours dans l'ordre, évidemment, le latin d'abord, le français ensuite. On commence par avoir l'institution de la religion chrétienne en latin, et puis, effectivement, après, vous avez la chronologie telle qu'elle est des publications, jusqu'à la dernière version, qui est la version française de 1560, qui était la dernière qui a été revue par Calvin et par son cercle. 36, 37, instruction et confession de foi. 39, 41, et celle de 41, la version française de 41, elle est vraiment pivot, elle aussi. Et notamment, vous le voyez, je vous ai mis un petit extrait de la préface, alors qui est en français, puisque la préface est en français, là, pour le coup, puisque le texte est en français. Mais Calvin dit bien, j'ai eu, donc, c'était une chose tant nécessaire que d'aider en cette façon ceux qui désirent être instruits à la doctrine du salut. J'ai composé ce présent livre, premièrement les mis en latin, à ce qu'il puisse servir à toutes gens d'études, de quelque nation qu'ils fussent. Donc, il y a très clairement la revendication, c'est du latin pour l'universalité de la communication. Et deuxièmement, puis après, désirant de communiquer ce en qui pouvait venir de fruits à notre nation française, les aussi translater en notre langue. Donc, on touche d'abord l'universalité de la communauté savante, j'allais dire, de la communauté d'études, par une version en latin, et la traduction française est très directement destinée à la nation, c'est-à-dire effectivement au peuple chrétien francophone, on va dire, puisque c'est pas limité, c'est vraiment le français, c'est une notion de francophonie là, derrière le mot nation française, qui permettent effectivement aussi, c'est une autre universalité de la communication. Le latin, c'est une universalité de la communication, j'allais dire transfrontalière. Et le vernaculaire est une universalité de communication, j'allais dire sociologique. Voilà. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, là. Je me dirais peut-être que... Alors, un petit point maintenant sur justement le latin dans les sociétés. Alors j'ai mis 15e, 16e, en fait c'est pas 15e, 16e, c'est 15e, 16e, 17e et au-delà. En sortant de Comène, là, si vous voulez, une fois que cette présentation à partir du support de Comène, je voudrais effectivement revenir un peu sur à quoi sert justement, enfin quelle est la place du latin dans cette société moderne. Je pense que le latin d'abord donc comme marqueur social et culturel. Ça permet effectivement d'élargir les études et des publics. Petit à petit, justement, dans cette société, les publics pour l'apprentissage du latin s'élargissent. Ça devient un marqueur social, notamment via l'influence justement de l'image. Là, on revient à la fin du XVe siècle, via l'influence de l'image du prince lettré, qui se crée donc à ce moment-là.
Laurent de Médicis, François Ier après, donc fin 15e, 16e. Bon, ce prince lettré, justement, tous les grands personnages essaient de se conformer à cette image du prince lettré parfait, qui est celle du grand prince d'alors. Enfin, c'est le prince des Lumières transposé, version... avant, quoi, early moderne, version early moderne. C'est-à-dire qu'au-delà de la puissance politique qui peut être bâtie sur la finance, qui peut être bâtie sur les exploits guerriers, et ce qui est extrêmement intéressant justement à ce moment-là, c'est d'essayer de creuser, bon, je ne le ferai pas là, mais la variable entre l'admiration, si vous voulez, du guerrier, pour le guerrier, enfin la valeur guerrière, et l'admiration justement pour l'intellectuel, pour la partie intellectuelle du prince, si je puis dire. Donc en dehors donc, des exploits guerriers, de la conquête et de la finance, il faut aussi aimer la littérature et les arts. Il faut que le prince aime aussi la littérature et les arts, donc qu'il attire les peintres, les architectes, les sculpteurs et les hommes de lettres. Alors le mieux, c'est de l'être soi-même, en plus. C'est-à-dire d'être soi-même latiniste, en plus, si je puis dire. Alors, ce que sont réellement certains princes du temps. Enfin, je pense à Happy II, justement, qui est né à Piccolomini. Pape, prince, puissance... puissance temporelle, et en plus un humaniste de formation. Mais pour d'autres, beaucoup d'autres ne le sont pas. Laurent de Médicis écrit de la bonne poésie lyrique en italien seulement, en langue moderne et pas en latin. Charles Quint, on sait qu'il ne savait pas le latin. Des bribes comme ça, mais pas pour le pratiquer. Voilà, donc effectivement, il faut s'entourer. Et dans ce cas-là, ce qui compte, effectivement, c'est l'entourage. C'est pouvoir mettre les hommes de lettres aussi, justement, dans cette image, dans cette construction d'image politique. Et évidemment, François Ier, création de bibliothèques, allons chercher, envoyons des gens savants chercher des manuscrits à droite à gauche, partout en Orient, le Collège royal, voilà. Les cours, l'image des princes qu'elle diffuse sont capitales pour l'épanouissement du mouvement humaniste en général, et pour sa corollaire, qui est donc la pratique du latin. Ça devient donc un marqueur, je vous l'ai dit, social et culturel. Il faut l'apprendre justement pour pouvoir s'en servir en société, notamment par une pratique de réseau d'amis, où on s'écrit en latin, dans un système de connivence intellectuelle qui devient une connivence sociale. L'écriture, alors cette écriture nécessairement va se figer, c'est-à-dire écrire en latin ça va se figer, justement, quand ça devient, évidemment parce que tout le monde... la connivence sociale suppose qu'il y ait un standard d'écriture, si vous voulez, alors qui est aussi aidé, alors là pour le coup, 16e, on est plus loin dans le temps, 16e, fin 16e et début 10e, qui est aussi aidé justement par la standardisation de l'éducation. Les collèges jésuites qui sont capables de s'adapter en même temps au côté local de chaque lieu où ils sont implantés, mais également justement de standardiser malgré tout une pratique de la langue. Ça veut dire effectivement qu'on a une langue qui est moins créative, moins tout ce que vous voulez, qui se banalise sur les mêmes modèles et sur les mêmes schémas. Et puis donc qui devient une sorte de pratique culturelle. Alors de quoi? De l'épigramme, beaucoup, des vers qu'on s'échange, signes de complicité, les traits sociaux, et c'est une pratique qui continue jusqu'au XVIIIe siècle, notamment du motto, de la citation, avec cette pratique de ce qu'on appelle les alba amicorum, l'album amicorum, mais donc alba au pluriel, qui, vous savez, qui consiste comme on faisait les filles quand on était au collège, qui consiste à faire circuler un petit cahier pour que les copains écrivent un truc. Voilà. Alors il y a des gens qui ont fait ça au XVIIIe siècle de manière, ça veut dire plus, je sais pas quoi, plus chic. Je vais vous en montrer un que j'aime bien. C'est un album amicorum de quelqu'un qui s'appelle William Stuckley.
qui, donc, je vous ai mis ces dates là, qui est un antiquaire anglais, qui a été pionnier aux fouilles de Stonehenge. Stuckley donc vivait au XVIIIe siècle. On a gardé un de ses albums parce qu'il devait y en avoir plusieurs. Il y en a un qui reste à la Bodleian Library à Oxford, et celui-là, il se trouve que je l'ai regardé pour autre chose parce qu'il y a la signature de Michel Metter dedans, qui m'intéressait. Et quand même sur la première page, sur ces années là 1720-21, on a quand même la signature de Newton qui était passée chez Stuckley et de Halley. Donc j'ai trouvé que quand même cet alignement de comètes, si je puis dire, ou cet alignement de planètes, était magnifique. Mais vous voyez que c'est en latin qu'ils écrivent là spontanément. Ils n'écrivent pas merci, ni en anglais, ni ces grands personnages vous mettent des choses plus ou moins rigolote, Ars longa vita brevis iudicum fallact memorial habilis. C'est pas une maxime particulièrement euphorisante, mais mais dona praesentis cape là et tout sorae, c'est un peu plus épicurien pour le cas de le dire. Mais vous voyez que spontanément, la pratique sociale là, elle se conçoit pas autrement. Mais comme des choses qui sont très banales, Ars longa vita brevis, tout ça, c'est quand même des citations qui sont plus ou moins éculées, quoi. Mais voilà, ça se fait en latin. On écrit dans l'album de M. Stuckley en latin. Et Metter, que je vous ai mis, qui pour vous est sans doute un sombre obscur personnage, un autre antiquaire français émigré à l'Angleterre, qui s'est occupé de Robert Estienne. À la page 20, il met aussi son petit mot, enfin il y a deux choses, mais il y a aussi son petit... Alors lui, il met un petit élément en français, mais il y a son petit mot, effectivement, en latin, aussi pareil. C'est pas aussi prestigieux que Newton est allé, mais voilà. Alors, dans ce contexte, justement, et notamment dans le XVIe siècle qui avance. Je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est justement les collèges, l'éducation. Enfin, cette standardisation, elle passe justement par les collèges et par l'éducation, et notamment par cette place importante et souvent obscure, et Mathieu ne me contredira pas, de ce que Lucien Febvre a appelé les Apollons de collège, c'est-à-dire ces régents de collège, qui ont parfois été beaucoup décriés, c'est-à-dire les profs du secondaire, dans les profs du collège, qui se réunissent ensemble dans des... alors parfois dans des petits lieux, moi j'ai un exemple en tête qui est le collège d'Arras, par exemple, dans la deuxième moitié du XVIe, où on a une petite bande là de régents de collège qui doit se voir je sais pas, 2 fois par semaine, au moins tous les samedis ou tous les vendredis, ils se réunissent, ils se retrouvent chez l'imprimeur du coin, justement, parce que ça c'est aussi important, l'atelier d'imprimerie du secteur. Ils font des vers, ils s'échangent des vers entre eux, ils se mettent des vers chacun sur la publication de l'autre, écrit un petit poème vantant le livre, et voilà. Ils font de l'érudition locale, voilà. Et ce sont des foyers intellectuels qui continuent, notamment justement avec le lien en plus avec des imprimeurs, avec des ateliers d'imprimerie, dans ces villes qui sont souvent des centres urbains secondaires. C'est pas Paris, c'est pas Lyon. Arras, au milieu du XVIe siècle, c'est pas une mégapole. Voilà. Mais il y en a à Feurs, il y en a justement à Saint-Étienne. Voilà. Il y a des collèges comme ça. Il y a vraiment tout un réseau qui permet cette diffusion et qui permet aussi une forme de standardisation, de banalisation de la culture latine, mais aussi de résistance de la culture latine. Alors, une autre des questions... les collèges, je vous l'ai fait, là. Voilà. Donc, une autre des questions, effectivement, sociologiques, c'est les ateliers d'imprimerie. Une question importante, justement, c'est les ateliers d'imprimerie. Et le regard qui est porté là-dessus, qui est porté sur eux. Alors, je pourrais vous en parler jusqu'au bout de la nuit. Je ne le ferai pas. C'est comment, effectivement, ces imprimeurs qui sont des hommes mécaniques, eux aussi, justement, sont des passeurs. Alors, on a beaucoup employé passeurs de texte. Ces imprimeurs sont des hommes mécaniques, sociologiquement, socialement, puisque ce sont des hommes de l'ars et de la techné, mais ils sont constamment en lien
pour certains d'entre eux, avec les savants, les doctes, les textes latins classiques, non classiques, la culture latine savante. Et c'est une espèce de... Certains viennent du milieu, dans la première génération, il y en a un grand nombre qui vient du milieu justement de l'urbanisme, Manus, Bade, voilà. Et comment on articule, il y a une sorte, je pense, pour beaucoup d'entre eux, entre la première et la deuxième génération, de difficulté justement à articuler pour eux un statut social qui est un statut social d'homme mécanique et un statut intellectuel qui n'est pas reconnu pour tel, parce que très souvent, ils ne sont pas patentés par l'université, puisqu'ils ont souvent appris leurs compétences, savantes, linguistiques, elles sont souvent passées par l'atelier et pas par l'université. Et donc, il n'y a pas de patente, il n'y a pas de tampon. Voilà. Et comment se situe-t-on, effectivement, et combien de textes, de correspondances, c'est pas trop dans les préfaces, parce que ces préfaces, parfois c'est les imprimeurs eux-mêmes qui le font, donc c'est pas ça qu'ils écrivent dans les préfaces, mais on a beaucoup de textes de correspondance, il y en a quand même beaucoup, où on trouve justement ces textes de doctes, disant mais oui, mais vous savez, s'il y a des fautes, c'est l'imprimeur. Je veux dire, si c'est mal écrit, si le latin est de travers, s'il y a des fautes, c'est l'imprimeur. Oui, mais pas toujours. Voilà. Mais il y a toujours ce côté. On renvoie justement à la mécanique. On renvoie l'erreur à la mécanique. Mais ces imprimeurs ont été des foyers culturels. Et je vous dis, les ateliers à Arras, par exemple, c'est évident. Dans des petits lieux comme ça, quand il y a un atelier d'imprimerie qui s'installe, c'est aussi... c'est une forme de salon littéraire, en fait. On n'a pas l'aristocratie, mais on a justement, effectivement, un atelier d'imprimerie dans lequel on va se retrouver, échanger et faire vivre justement la culture latine. Dans le monde moderne, donc une autre question, la question qui suit, c'est le latin et le monde moderne. Comment réagissent les hommes qui ont à s'exprimer sur des événements et des réalités contemporains, qu'il s'agisse de les rapporter, de les décrire, de les nommer, de les normer ou simplement de communiquer? Et l'autre question que je me pose, c'est comment réagit la langue latine au contact de ce monde qui n'est pas celui, justement, des premiers temps de son histoire vivante, de langue vivante dans l'Antiquité. 3 exemples pour l'adaptabilité. Le premier que je prendrai, c'est celui justement de l'historiographie de l'époque moderne. Alors, je prétends aucune exhaustivité, je ne suis pas complètement sûre de ce que je dis. Lucie, si tu as une opinion contraire, tu le dis. Je n'ai pas d'exactitude dans la description très vaste et mal répertoriée. La littérature moderne latine, c'est vaste et répertorié, puis ça dépend où on commence et où on finit, quoi. Mais j'ai tenté de relever, à travers le filtre de divers volumes, et notamment des Centuria Latinae, publié chez Drault, les auteurs qui ont produit des ouvrages historiographiques en prose portant sur l'époque moderne. La leur ou légèrement antérieure, en fait. Au sens strict, si on peut dire, de l'imitation des modèles de César, Sallust, Tacite, soit par les titres Commentarii ou Annales. Et par rapport, me semble-t-il, quand même, à la masse des textes répertoriés comme étant de la littérature latine moderne, on n'en trouve pas tellement. On trouve peu de textes strictement historiographiques. Quelques grands Italiens de la première Renaissance, Piccolomini, Natale Conti, Leonardo Bruni, Robert Gagin, d'Anguière, pour la même période en France et en Espagne. Et puis, dans le dernier quart du XVIe siècle, une conséquente floraison d'analystes dans l'humanisme du Nord. Hollandais, bataves, flamands. Jean Douat, Adrian Junius. Alors, les deux meilleurs, je connais le cas d'Arras à cause de Philippe Meyer, parce que je travaillais dessus. Notamment, justement... Meyer, je vais vous en reparler. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de ce constat, mais j'ai essayé d'imaginer des explications. Les premiers humanistes se sont lancés dans ces entreprises avec enthousiasme, donc il y avait toujours cette idée de vouloir imiter. Donc on imitait pour tout, pour tous les genres possibles. Et après, on a pris un trou, là. Ils se sont aperçus aussi que la langue n'était peut-être pas forcément armée et que ça pour leur carrière, c'était peut-être pas la bonne chose. Je pense à quelqu'un comme d'Anguière. D'Anguière est un Italien émigré à la cour d'Espagne, de Charles Quint,
qui écrit la première relation, en fait, du voyage de Colomb. Et en fait, il écrit dans un latin où il fait ce qu'il peut. Je veux dire, il est bien obligé de parler de Caravelle, Caruela. Il a tout un vocabulaire. Et en plus, il introduit la description de réalités qui sont des réalités indigènes, américaines, enfin indo-américaines. Et donc, il a plein de mots comme ça, il a tout un vocabulaire, donc, qui parle de Haïti, mais il parle aussi de quinoa, de canoë, de trucs comme ça. Et il s'aperçoit bien que la langue latine, c'est pas, il a quand même du mal à tout faire rentrer là, dans le modèle du latin. Et on lui a beaucoup reproché. Évidemment, beaucoup de ses contemporains italiens, en plus, qui lui reprochaient quelque part d'avoir trahi, puisqu'il était parti, il était parti de l'autre côté, lui ont beaucoup reproché, ils ont dit que c'était un mauvais latiniste, qu'il écrivait un mauvais latin. Non, il écrit pas un mauvais latin, il fait ce qu'il peut pour décrire, comment vous voulez décrire des canoës et des pirogues, avec le latin de Cicéron, c'est un peu dur quand même. Voilà, donc, et donc là, il y a un trou, effectivement, il y a un peu un trou entre ces gens-là et les hommes du Nord plus tard. Est-ce que c'est cette floraison, j'allais dire, d'historiographie moderne, nordiste, veut illustrer, identifier sa nation, lui donner un passé comme l'Italie a pu s'en doter? Je pense que sans doute oui. Donc sur la même forme latine. Donc ils le font en latin per William Sapientiae, mais aussi pour déjà contourner la difficulté de langue nationale à faible diffusion, comme c'est le cas encore aujourd'hui, et où ils ont choisi l'anglais. Et en plus, l'autre raison, c'est peut-être tout simplement qu'écrire l'histoire de son temps, c'est pas sans danger. Et le cas de Philippe Meyer, là, justement, je vous ai mis un tout petit bout de texte qui le concerne. Meyer, c'est un régent de collège à Arras qui a écrit la suite des Annales Flandriae de son grand-oncle Jacques et de son père Antoine. C'est-à-dire que son grand-oncle a commencé à écrire l'histoire des Flandres en latin, sous cette forme Annales Flandriae. Puis, effectivement, son père Antoine, donc le neveu de Jacques, a écrit la suite. Et cette première version s'arrête en 1477. Les deux premières générations, elles arrêtent le récit en 1477. Et donc Philippe reprend les Annales Flandriae Continuati, en couvrant la période 1477-1511. Or, ce texte n'a jamais été publié. Ce texte a été censuré. Au sens étymologique du mot. Et je vous ai mis le texte de la censure qu'on trouve sur le manuscrit. Alors je vous le dis, si quelqu'un en a envie, surtout ne vous privez pas. Il y a un sujet de thèse pour longtemps. Il vous attend à la médiathèque Saint-Vaast d'Arras. Dans le manuscrit, il y a le numéro du manuscrit sur mon papier là normalement. Vous pouvez y aller. Vous avez un beau manuscrit. Qui est un manuscrit de secrétaire. C'est pas un manuscrit d'apparat vraiment, mais visiblement c'est le manuscrit préparé dans l'idée justement de la publication, et que depuis le XVIIe siècle. Alors il y a des gens au XVIIe siècle qui l'ont lu visiblement, mais depuis le XVIIe siècle il est là. Je l'ai réouvert il y a quelques années, là, en 2019. Je suis tombée dessus et j'ai feuilleté. Je suis pas sûre que depuis que je suis passée, quelqu'un l'ait réouvert. Mais en tout cas, c'est écrit sur la page de garde du manuscrit, sur une des premières feuilles ajoutées là, avertissement. L'auteur a soumis de lui-même l'ensemble de cet ouvrage à la censure de l'Église, et de la bonne Église, la recta ecclesia, et de la police civile. Donc il y a eu 2 censures. Le décret est tout à fait net. Il faut enfermer ses commentaires et n'en divulguer aucune partie de son vivant. Aec enim nostri temporis fas fortasis scribere, nefas edere. Il est permis de les écrire, mais pas de les publier.
c'était censé être pas publiable du vivant de l'auteur, mais c'est pas publié du tout. Je continue de dormir, effectivement. Bon, voilà, parce qu'effectivement, il y a certes le problème de la langue, et puis il y a le problème du retour des réalités politiques du temps, qui font que voilà, il y a un risque. Il y a évidemment plus de risques à écrire là-dessus que d'écrire de la poésie moderne, élégiaque, imiter des élégiaques latins. Bon. Autre point de friction entre la langue et la modernité, c'est le droit et son application contemporaine. La difficulté est exprimée par certains de pouvoir faire du droit en latin dans un latin autre que le latin strictement scolastique et médiéval, qui a porté quand même l'histoire du droit. Et donc un latin qui reste à la fois techniquement valide pour dire le droit, sans approximation, mais qui devient un latin recevable stylistiquement dans l'époque moderne. Bon, puisqu'on ne peut plus stylistiquement recevoir le latin qui traditionnellement porte le droit. Budet s'y est essayé. Il y avait du matériel lexicographique pour le droit qui a été publié en 1544 et 45 par Robert Estienne, parce que ses fils ont mis à sa disposition les fiches en fait de Budet. Et Robert Estienne met une préface effectivement aux indices des forénciens. Et ça c'est le texte H. Où effectivement ce qu'il explique. C'est que ce droit ancien, il a été modélisé effectivement sur le droit ancien au sens à la fois du latin ancien et du droit romain, en fait, au sens étymologique du mot droit romain. Alors, il explique bien qu'il y a un souci entre le droit moderne tel qu'il va s'appliquer dans les conditions modernes et ce droit romain qui parle latin. Parce que là, on ne se comprend plus. Et que donc, Guillaume Budet, parisien, c'est le milieu du fin du texte, là, homme noble parmi les premiers en sa maison, célèbre dans l'étude des lettres, nous apprit le premier que les disputes des juges et de nos tribunaux pouvaient s'exprimer en latin, et il ramena au vrai usage de la langue des anciens la façon de parler des patriciens. Donc, pour Robert Estienne, Budet a réinventé un latin juridique moderne pouvant s'appliquer à la pratique moderne du droit. Alors, ça, c'est sa position et c'est son point de vue, j'allais dire. Il n'est pas certain qu'il soit... c'est pas forcément efficient. C'est-à-dire, c'est militant. C'est une position militante. On peut continuer à faire droit en latin. Et d'ailleurs, on va continuer de le faire, d'ailleurs. Mais on peut... Là où je dis affrontement, c'est parce qu'on est là, on est en 1545, et qu'il faut bien se dire que l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est 1539, quoi. Ça veut dire que ça fait déjà quelques années, où il y a une obligation, ça fait déjà 4-5 ans qu'il y a une obligation, justement, de publier, au moins de diffuser les textes de droit en les traduisant en vernaculaire. Le dernier exemple avec la contemporanéité, c'est qu'est-ce que devient le latin dans l'usage quotidien de gens qui sont justement pas complètement des doctes. Alors j'ai mis un petit texte. Alors j'ai travaillé avec les auteurs de l'article sur c'est le texte I. Rémi Guédon, c'est un imprimeur strasbourgeois qui passe en Angleterre, et tout. Et alors je vous ai mis, et il écrit en latin à Conrad Hubert. Et alors c'est délicieux son latin. J'aime beaucoup le latin de Rémi Guédon. Si vous voulez, vous pouvez imaginer. Alors j'ai mis la traduction. Qui n'est pas entièrement de moi, parce que c'est celle des auteurs de l'article, mais je l'ai beaucoup relu. Mais on n'a presque pas besoin de la traduction, en fait. On n'a pas besoin de la traduction, parce qu'on s'en remontait la langue vernaculaire. Aquindecim diebus inc, binas te scripti littera. Il y a 15 jours, je t'ai écrit 2 lettres. Vous entendez bien la langue moderne derrière. On entend la structuration de la langue moderne derrière. Alors, c'est un mélange, comme souvent, de remontée de porosité du vernaculaire, mais aussi de
Alors, de choses semi-savantes, c'est-à-dire d'expressions qui restent entendues de ci, de là, apprises. Bon, Guédon est quelqu'un qui n'a pas fait de l'université, hein, je veux dire, justement, c'est un imprimeur qui a appris les textes. Et vous voyez, c'est juste après. Quarum una, altera vero. Bon, ça, si vous avez en tête le début de la guerre des Gaules de César, la Gaule est omnis divisa imparter stress, quarum una nanina, et qua altera, machin, voilà, ça, vous l'avez là. Bon. Alors après, il y a une histoire compliquée que je vous laisserai lire d'argent, en fait. Alors, c'est en latin qui est poreux vernaculaire. Le vernaculaire s'impose par-dessus le latin, mais pourquoi Guédon écrit-il en français à Conrad Hubert, alors qu'il parle allemand, il parle français, enfin Guédon parle allemand, on le sait, il a vécu à Strasbourg, il parle allemand, il parle français, il parle anglais aussi d'ailleurs, et que là, à Conrad Hubert, il pourrait très bien écrire en allemand. Je veux dire, je ne sais pas si Conrad Hubert savait le français, mais enfin, bon, Conrad Hubert savait l'allemand, pourrait lui écrire en allemand. Et pourquoi lui parle-t-il en latin? Pourquoi lui écrit-il en latin? Si ce n'est pour des questions... Peut-être, est-ce que c'est plus clair en latin? Je ne suis pas complètement sûre. Parce que parfois, quand même, on se demande ce qu'il veut dire. Mais c'est aussi des questions de standing social. Justement, Guédon, c'est un mechanicus. Conrad Hubert, c'est son financier, c'est son mécène. C'est lui qui lui donne de l'argent, c'est un bourgeois. Et c'est une question de standing social pour les deux. C'est-à-dire aussi bien pour le mechanicus qui montre qu'il écrit en latin, que pour celui qui reçoit la lettre et qui est un bourgeois et qui lui montre qu'effectivement il peut lire cette lettre en latin. Il peut lire le latin de Guédon. Et je vais finir, ne vous inquiétez pas, je vais finir. Sur la question justement du mythe du latin, langue de communication orale. Alors, du mythe, ça, le mythe, c'est moi qui dis que c'est mythe, mais je pense que c'est un mythe, une langue de communication orale et vivante universelle. En fait, c'est un débat, c'est un peu polémique ce que je dis, parce que c'est un débat qu'on peut avoir que j'ai entendu avec d'autres collègues pour le coup. C'est de dire que la preuve de l'utilité du latin, de sa force, c'est qu'elle est restée vivante, justement, qu'elle est restée une langue vivante jusqu'au XVIe siècle. Ou même au-delà, justement, comme une langue qui crée un univers savant, où la communication spontanée des lettrés peut se faire au-delà des frontières, et où on aurait recours au latin dans toutes les situations d'impasse, j'allais dire, de communication par des vernaculaires étrangers les uns aux autres. Donc c'est ce que dit Comène, la langue universelle, une sorte d'espéranto, qui pourrait effectivement fonctionner et permettre que tout le monde se comprenne. Voilà. Alors, cette idée, elle n'est pas fausse pour l'écrit, elle n'est pas fausse pour la communication éventuelle entre doctes qui se rencontrent, mais elle est évidemment fausse pour la communication du non-savant courant. Voilà, c'est le voyageur qui n'est pas spécialement érudit, quand il est dans un autre pays, il part avec des petits dictionnaires multilingues où on lui écrit fromage, caïsus, mozzarella et autre chose dans le genre. Voilà. On lui met les noms des mots et des choses à manger, de ce qu'on peut se dire à l'auberge, des trucs rigolos du genre... j'ai mal dormi parce qu'un tel a ronflé toute la nuit. Voilà, ça se dit en espagnol, en allemand. Alors, des fois, il y a du latin, justement, dans ces trucs-là. C'est décoratif. C'est essentiellement un moyen de passage du vernaculaire au vernaculaire. En plus, il y a l'idée qu'on puisse communiquer directement en latin, comme une langue vivante. L'idée, c'est ça, moi, qui me gêne, c'est que le latin est une langue vivante. Vivante au sens plein du mot, des trois compétences telles qu'on les définit actuellement, si vous passez le CLES dans quelque chose, si vous voulez, c'est-à-dire justement la compétence de communication, la langue écrite, la compréhension écrite et la compréhension orale. L'expression orale, la compréhension écrite et la compréhension orale. Voilà. Je pense que ça ne marche pas.
Et il suffit de lire en détail certaines grammaires, je vous en montrerai mercredi, pour se rendre compte qu'en l'absence d'une conceptualisation normative qui n'existe pas au XVIe siècle, parce qu'elle ne peut pas exister. Et la conceptualisation normative, elle commence justement au XVIIe, avec les grammaires du latin du XVIIe, et notamment avec les grammaires jansénistes, qui justement commencent effectivement à transposer des concepts et à conceptualiser, oui, ça, la grammaire. Faire du latin au XVIe siècle pour les petits-enfants, c'était un gros effort. Et le mémoriel, la mémoire et la répétition, est nécessaire. Et ce qui était nécessaire, c'est également l'appui sur le vernaculaire. Il ne faut pas oublier que, quoi qu'on en dise, et malgré leur immense maîtrise parfois, tous ces gens ont appris le latin avec un vernaculaire derrière qui est leur langue de communication quotidienne et sur lequel même l'apprentissage s'est appuyé. Je vous en montrerai justement aussi. Dans les grammaires, on voit des exemples où on voit un moment où il y a quelqu'un qui dit le génitif, c'est le même truc qu'en français avec du ou avec off en anglais. La nota genitivi en français, c'est du. Alors, vous cherchez ce que c'est qu'est-ce que c'est que la marque du génitif. Il n'y a pas de marque du génitif puisqu'on est dans une langue moderne. Si, la marque du génitif, c'est ce qu'il appelle la préposition en fait. Et c'est forcément pensé dans des termes de latin, mais ça veut dire que le référent, il est forcément autre. Alors, l'oral quotidien, donc en vernaculaire, non. Alors, c'est vrai que le latin peut servir de propagande, de transfert d'idées à l'écrit. Non, alors ça a été le cas notamment pour la diffusion de textes protestants. De textes protestants diffusés d'une ère, du sud au nord, du sud au nord de l'Europe, enfin du nord au sud plus exactement, c'est plutôt dans l'autre sens. Ça permet effectivement, parce que certains de ces textes protestants étaient écrits en vernaculaire au départ, qu'ils ont été retraduits en latin et puis retraduits dans une autre langue moderne. À la fin du XVIe siècle, le latin parlé, c'est des situations. Le latin parlé est oralisé. C'est des situations d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est en classe. Le maître fait parler. Les colloquia. Mathieu, je ne sais pas si tu en parleras, peut-être pas, mais en fait, voilà. Il y a des colloques. Et en dehors de ces situations de classe, c'est le plus souvent cantonné à la sphère académique, donc des échanges entre doctes, quand on se rencontre. Mais on ne se comprend pas forcément parce qu'on ne parle pas le même latin et en plus on le parle avec chacun avec son accent national. À la sphère ecclésiastique et à la sphère diplomatique. Et on touche, et je pense qu'on touche là le fait que justement ça n'est plus une langue vivante au sens plein du terme. C'est un idiome technique. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas une langue morte au sens où ça l'est aujourd'hui complètement, mais ça devient un idiome technique. Alors, bien sûr, les hommes cultivés ont l'impression que c'est consubstantiel à leur culture parce que c'est un univers familier maîtrisé, mais ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent la langue. Et ça commence au XVIe, ça, parce que parfois on le dit pour... Enfin, on a des témoignages au XVIIe, XVIIIe, mais parfois, ça commence au XVIe. Je vous ai mis un petit texte de Montaigne qu'on oublie souvent, parce qu'on pense souvent, quand on pense à Montaigne, on pense très souvent à Montaigne, le chapitre de l'éducation des enfants, où on voit, vous savez, Montaigne avec son précepteur allemand qui fait du latin à longueur de, qui parle le latin, donc Montaigne apprend le latin dans les bras de son... Je pense que c'est en partie un roman éducatif, reconstruit par l'adulte, plus tard, où il explique qu'après tout le monde parle latin, que ça déborde de tous les côtés, mais en fait, peu après, peu avant d'ailleurs, il y a un petit extrait, où Montaigne dit « Le langage latin m'est comme naturel, je l'entends mieux que le français. Mais il y a 40 ans que je m'en suis du tout point servi à parler. » Ni guère à écrire. Si est-ce qu'à des extrêmes et soudaines émotions où je suis tombée 2 ou 3 fois dans ma vie, voyant mon père Toussaint se renverser sur mon pavé, j'ai toujours élancé du fond de mes entrailles les premières paroles latines. Nature, se soudant et s'exprimant à force, à l'encontre d'un long usage, et cet exemple en dit assez d'autres.
Et ce qu'il dit là, c'est que le latin parlé, pour lui, c'est celui de l'enfance, c'est celui de l'apprentissage de l'éducation, que dans sa vie d'adulte, pourtant lettré, grand personne, c'est Montaigne, quoi, bon, et juriste, bon, il n'en a pas d'usage oral, il en a peu d'usage écrit, bon, mais que cette culture latine est tellement ancrée en lui, parce que justement, elle vient du fond de la première éducation, bon, que dans les moments d'émotion, peut-être le truc le plus profond, mais bon, l'intime, en fait, il ne le dit pas en français, il le dit en latin. L'émotion de voir son père s'évanouir, bon, voilà. Le plus profond de l'intime sort en latin et pas en français. Bon, alors c'est peut-être un signe de vrai bilinguisme, ça. Bon, enfin, les gens qui sont bilingues peuvent avoir ce genre de soucis, enfin ce genre de situation, de se demander qu'est-ce qui sort d'abord, j'allais dire, dans les situations imprévues et extrêmes. Bon, et à la période classique, c'est une langue technique de sociabilité qui est bien ancrée par l'éducation. On va retrouver ça, philosophie, droit, littérature religieuse et herméneutique. Bon, c'est des bastions du latin écrit. Bon, plus que du latin parlé. Bon, et je vous ai mis alors pour illustrer et finir ce balayage, je vous ai mis 3 petits textes. Bon. Dans deux ou 3 extraits de l'édition, enfin de la vie de Descartes par édition Bayet, enfin de Bayet, texte de 1691. Bon, s'il y a bien quelqu'un où la question de la pensée, est-ce que je pense en latin, est-ce que je pense en français, est important, c'est pour Descartes. Bon, alors Bayet, c'est le biographe de Descartes après. Bon, donc il y a de la reconstruction aussi. Bon, mais enfin bon, ce qu'il en dit me paraît intéressant. Bon, je vous ai souligné quelques passages. Quoiqu'il se sentît très obligé aux soins de ses maîtres qui n'avaient rien omis de ce qui dépendait d'eux pour le satisfaire, il ne se croyait pourtant pas redevable à ses études de ce qu'il a fait dans la suite pour la recherche de la vérité dans les arts et les sciences. Et alors, redevable à ses études, ça veut dire redevable, bon, certes à toutes les études, mais particulièrement à l'apprentissage de la langue latine. Il ne faisait pas difficulté d'avouer à ses amis que quand son père ne l'aurait pas fait étudier, il n'aurait pas laissé d'écrire en français les mêmes choses qu'il a écrites en latin. Donc, et vous voyez que là, il y a une sorte de synonymie implicite entre étudier et écrire en latin. Enfin, si on analyse la phrase, c'est à ça qu'on arrive. Bon, mais il y a quand même des choses qui se font en latin spontanément. Justement, ça c'est un peu comme Montaigne. Vous voyez qu'après, il le fit en latin suivant l'habitude qu'il avait de concevoir et d'écrire en cette langue ce qui lui venait dans la pensée. Parce que malgré tout, bon, la conception, enfin, c'est vraiment, il y a un tel poids justement de l'apprentissage et de l'étude, de l'éducation, bon, que certes, il aura peut-être, il aurait peut-être écrit en français de la même façon, mais il se trouve qu'il n'a pas écrit en français quand même, justement. Il l'a fait en latin. Bon, voilà. Et bon, le 3e exemple de Bayet, il dit à peu près la même chose. Bon. Je vous ai mis un petit bout de Rousseau, puisqu'il y a quand même une phrase de Rousseau qui alors lui dit qu'il faut éduquer les enfants dans leur langue naturelle. Bon, puisque en fait, quand ils font du latin, ils ne font jamais que de leur langue propre, dit Rousseau. On ne sait pas, Rousseau dit on ne sait pas, les enfants ne savent pas faire du latin, enfin les enfants en collège, enfin l'éducation ne permet pas de faire du latin qui soit vraiment du latin. On fait du latin à coup de dictionnaire, et le latin, c'est jamais que de l'allemand en latin, de l'italien en latin et de l'espagnol en latin. Et dit Rousseau, c'est pour cacher en ceci leur inaptitude. L'inaptitude, il l'a décrit dans le paragraphe précédent. C'est pour cacher en ceci leur inaptitude qu'on les exerce par préférence sur les langues mortes. Et alors, voilà, on a l'adjectif, morte. Bon, on pourra en dire ce qu'on veut, mais quand même, Rousseau au 18e, il dit langue morte, bon, dont il n'y a plus de juge qu'on ne puisse récuser. Alors, évidemment, et c'est bien l'idée d'une langue morte au sens, il y a bien du latin technique, c'est un idiome technique. C'est pas, langue morte ne veut pas dire langue qu'on ne pratique plus.
Enfin, la preuve, vous allez passer une semaine à en faire. Nous allons tous y passer toute notre vie ou notre carrière académique. Donc ça ne veut pas dire une langue qu'on ne pratique plus. Mais c'est une langue morte au sens justement de la langue non vivante au titre des 3 fameuses compétences dont on parlait tout à l'heure. Langue morte, vous le retrouvez dans Vico, qui est à peu près de la même période. Et alors là, Vico qui a un chapitre conclusif sur les universités, et qui vous dit, puisqu'il nous convient de savoir tout ce qui nous convient de savoir est contenu dans tant de livres dont les langues sont mortes, les états effacés, les coutumes ignorées, les manuscrits corrompus, nous avons fondé les universités. C'est parce qu'il faut qu'on étudie le passé, avec toutes ces langues mortes et tous ces machins qui ont disparu, qu'on a fondé des universités. Nous sommes là, justement, pour que la pratique demeure, mais ça ne veut pas dire que la langue est vivante. Une survivance culturelle. Et puis je vais finir alors par un texte que j'aime beaucoup. Alors désolée pour tous ceux qui étaient là parce que je le ressors tous les ans, mais c'est vrai qu'il y en a qui le connaissent bien, et que j'aime. Alors voilà, qu'il faut lire en entier parce que, il faut lire au moins toute la première partie. Le deuxième paragraphe c'est pas grave, mais la première partie. Alors c'est une lettre du président de Brosse, qui est quand même un personnage extraordinaire, qui est donc un juriste. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que De Brosse est un juriste. On est en 1739, il part se balader en Italie et il envoie des lettres à ses amis restés en France, et juriste avec tout ce que ça suppose justement de pratique du latin, d'éducation au latin. Et voilà. Je vais vous faire part, mon cher président, d'une espèce de phénomène littéraire dont je viens d'être le témoin et qui m'a paru una cosa più stupenda que le Dôme de Milan. J'ai manqué en même temps d'y être pris sans verre. C'est-à-dire d'être surpris, de me faire surprendre. Je viens de chez la signora Agnesi, où je vous avais dit hier que je devais aller. On m'a fait entrer dans un grand et bel appartement, où j'ai trouvé 30 personnes de toutes les nations de l'Europe, rangées en cercle, et mademoiselle Agnesi, toute seule avec sa petite sœur assise sur un canapé. C'est une fille de 18 à 20 ans, ni laide ni jolie, qui a un air fort simple et fort doux. On a d'abord apporté force au glacé, ce qui m'a paru un prélude de bonne augure. Je m'attendais, en y allant, que ce n'était que pour converser, tout ordinairement avec cette demoiselle. Au lieu de cela, le comte Belloni, qui m'y a mené, a voulu faire une espèce d'action publique. Il a débuté par faire une belle harangue en latin à cette jeune fille, pour être entendue de tout le monde. Elle lui a répondu fort bien, après quoi ils se sont mis à discuter en la même langue sur l'origine des fontaines, et sur les causes du flux et du reflux que quelques-unes ont comme la mer. Elle a parlé comme un ange sur cette matière. Je n'ai rien ouï là-dessous qui m'ait tant satisfait. Cela fait, le comte Belloni m'a prié de disserter d'eux-mêmes avec elle sur quel sujet il me plairait, pourvu que ce fût un sujet philosophique ou mathématique. J'ai été fort surpris de voir qu'il me fallait haranguer impromptu et parler pendant 1 heure en une langue dont je n'ai pas d'usage. Cependant, vaille que vaille, je lui ai fait un beau compliment, puis nous avons disputé d'abord sur la manière dont l'âme peut être frappée des objets corporels, puis les communiquer aux organes du cerveau, et ensuite sur l'émanation de la lumière et sur les couleurs primitives. Lopin, qui est un de ses amis, a discuté avec elle sur la transparence des corps. Alors, il lui parla en français, et elle lui demanda la permission de lui répondre en latin, craignant que les termes d'art ne lui vinssent pas à la bouche en langue française. Elle a parlé à merveille sur tous les sujets, sur lesquels, assurément, elle n'était pas plus prévenue que nous. Cette jeune femme, qui est une mathématicienne, en fait, Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que De Brosse, il parle pas latin, quoi. Je veux dire, il s'attend pas à parler latin quand il va dans un salon, quoi. Il est parti pour passer sa soirée tranquillement à disserter de choses et d'autres et proprement. Et il dit bien une langue dont je n'ai pas d'usage. Alors que c'est un juriste qui en a probablement un usage écrit, mais c'est pas une langue qu'il pratique. Par contre, lui, par contre, il est capable de le faire. Impromptu, je veux dire. Perso, je ne suis pas capable de faire ça. Je suis désolée, mais je suis incapable de parler, en plus sur des sujets mathématiques, n'en parlons pas, mais d'avoir un échange direct, impromptu, comme ça en latin. Ça veut dire qu'il y a une imprégnation telle que
voilà, au moment où il faut mobiliser les compétences, comme on dit en termes de didactique, il est parfaitement capable de le faire, ce qui veut dire que la compétence, elle est extrême et qu'elle a été longuement brassée. Bon. Et ce que dit également Mademoiselle Agnesi, quand elle dit qu'elle répond en latin et non pas en français, sur je ne sais plus quoi, là, à Lopin, bon, elle lui dit qu'elle le fait parce qu'elle a peur que les termes d'art ne lui viennent pas aisément. Et ce qu'elle dit là, c'est que le latin est devenu une langue technique. Parce que justement, le terme d'art, c'est ça. Ça veut dire que c'est une langue technique. Bon. Et que la langue technique universelle, elle l'a en latin, mais elle ne l'a pas nécessairement dans les différents vernaculaires qu'elle pratique, même si elle est polyglotte. Voilà, donc j'aime bien finir là-dessus parce que c'est une sorte de point d'arrivée de la pratique, d'une pratique, un idiome technique qui se pratique, mais qui est mort. Et puis voilà, puis si vous avez des questions, si vous avez survécu, que vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Merci. Patience.